Alors aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'un des blocs régionaux les plus dynamiques, mais aussi les plus complexes d'Afrique, la Communauté d'Afrique de l'Est, ou CAE. C'est une histoire fascinante, une histoire d'ambition, de croissance fulgurante, mais aussi, on va le voir, de défis assez profonds. Pour commencer, juste un chiffre, histoire de bien planter le décor. On ne parle pas ici d'un petit accord commercial, non. La CAE, c'est un marché de presque 300 millions de personnes. C'est une véritable force démographique et économique, en train de redessiner la carte du continent. Et au cœur de tout ce projet, il y a une devise forte. Un peuple, un destin. C'est vraiment cette vision d'un avenir commun qui est le moteur de l'intégration de la région, malgré tous les obstacles. Gardez bien cette phrase en tête, parce qu'elle est la clé pour comprendre toute notre analyse. Voilà le programme. On va commencer par l'histoire de ce super bloc en devenir. Ensuite, on examinera sa puissance économique. Puis, on verra le paradoxe de cette croissance, les fissures qui menacent l'union et une solution possible avec l'économie sociale. Et on terminera sur la grande question de son destin. Allez, on entre dans le vif du sujet. Premier chapitre, le superbloc africain en pleine ascension. Comment cette communauté est-elle née et surtout, comment est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui? Alors, il faut savoir que l'histoire de la CAE s'est faite en deux temps. Il y a eu une première tentative qui a été dissoute en 1977, mais l'idée, elle, était trop forte pour disparaître. Elle a été recréée officiellement en 2000 et, tout récemment, elle a connu une expansion spectaculaire avec l'arrivée de la RDC et de la Somalie. C'est la preuve que c'est un projet qui a une sacrée résilience. Et voici donc les membres de ce club. On est passé de 3 pays fondateurs, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, à 8 partenaires aujourd'hui. Chaque pays apporte quelque chose de différent, le hub technologique kényan, le potentiel minier immense de la RDC, la façade maritime si stratégique de la Somalie. C'est une mosaïque complexe, c'est sûr, mais pleine de potentiel. Bon, maintenant, voyons ce que ça donne en chiffres. Deuxième chapitre, la puissance économique. Comment la CAE est-elle devenue un véritable moteur de la croissance sur le continent? Et là, ce graphique est très parlant. Alors que la croissance moyenne en Afrique subsaharienne est projetée à 3,7%, celle de la CAE, elle, devrait atteindre 5,8%. L'écart est énorme. Ça positionne très clairement la région comme un leader de la reprise économique du continent. Et si on regarde d'un peu plus près, on voit que cette super performance n'est pas juste tirée par un seul pays. Bien sûr, l'Éthiopie est en tête avec une croissance attendue de 7,2%. Mais regardez, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, tous affichent des taux très solides, au-dessus de 5%. C'est vraiment une dynamique collective. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, au-delà des chiffres bruts, c'est qu'il y a une transformation en profondeur. L'économie de la CAI est en train de pivoter. On passe d'un modèle qui a toujours dépendu de l'agriculture à une économie maintenant tirée par les services et une industrialisation qui commence à prendre. C'est une mutation structurelle et c'est absolument essentiel pour son avenir. Mais voilà, il y a un mais. Passons maintenant à l'envers du décor. Troisième chapitre, le paradoxe de la croissance. Parce que ces excellents chiffres macroéconomiques, ils ne racontent pas toute l'histoire. Pour beaucoup de gens, la réalité sur le terrain est bien plus compliquée. Et le cœur du paradoxe, il est là. D'un côté, une croissance régionale qui frôle les 6%. Impressionnant. De l'autre, un chiffre qui donne le vertige. 92% des jeunes qui ont un travail travaillent dans le secteur informel. C'est un fossé gigantesque entre la bonne santé économique du bloc et la précarité de sa jeunesse. Pour mettre un mot sur cette réalité, il y a une expression en swahili, jua kali. Ça veut dire littéralement soleil ardent. Et ça désigne parfaitement ce secteur informel où l'on travaille très dur, souvent dehors, pour des salaires très bas, sans aucune protection sociale et dans des conditions vraiment précaires. C'est le quotidien de millions et de millions de personnes. Et ça porte un nom, une formule qui frappe, le paradoxe de la pauvreté laborieuse. En Tanzanie, par exemple, un tiers des jeunes qui travaillent vivent dans l'extrême pauvreté, tout en ayant un emploi. Le simple fait d'avoir un travail ne suffit plus à sortir de la misère. Et ça, c'est un défi social majeur. Et comme si ça ne suffisait pas, cette tension sociale est aussi aggravée par des problèmes bien internes au bloc. Chapitre 4, les fissures dans l'union. Quels sont les obstacles qui pourraient faire dérailler tout ce beau projet? Le premier gros problème, celui qui saute au lieu, il est financier. Début 2026, les arriérés de paiement des États membres s'élevaient à plus de 89 millions de dollars. On voit que les nouveaux membres, comme la RDC ou la Somalie, mais aussi des partenaires plus anciens, ont du mal à payer leur part. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableur, ça a des conséquences bien réelles. Cette crise financière, elle paralyse les institutions.
L'Assemblée législative doit suspendre ses activités, la Cour de justice prend du retard. Et sur le terrain, les barrières commerciales continuent d'exister. Les coûts de transport restent exorbitants, parfois jusqu'à 40% de la valeur des marchandises. Bref, l'intégration prend un coup. Et puis, en plus de ces soucis financiers, il faut ajouter une couche de tension géopolitique. Les frictions diplomatiques qui persistent entre certains membres, notamment le Rwanda, la RDC, le Burundi, eh bien ça bloque la coopération et ça retarde des projets d'infrastructures qui sont pourtant essentiels, comme les chemins de fer ou les réseaux électriques communs. Alors comment on fait pour résoudre ce paradoxe d'une croissance qui n'inclut pas tout le monde? On en vient à notre 5e chapitre, une solution par l'économie sociale. Il existe peut-être un autre modèle pour un développement plus juste. Ce modèle, c'est l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un modèle d'entreprise où la priorité, ce n'est pas le profit à tout prix, mais l'impact social et environnemental. Ce sont des entreprises qui sont basées sur des valeurs de coopération et de gouvernance démocratique. Et pour voir à quel point c'est puissant, regardez un peu ces chiffres en Afrique. On parle de plus de 2 millions d'entreprises sociales. Et parmi elles, 91% emploient des jeunes, 82% emploient des femmes et plus de la moitié sont dirigées par des femmes. C'est un vecteur d'inclusion absolument incroyable et c'est précisément là où la communauté en a le plus besoin. Voilà, tout ça nous amène à notre dernière partie, un destin mais plusieurs chemins. Est-ce que cette vision si ambitieuse de la CAE peut vraiment devenir une réalité pour tous ses citoyens? La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que la communauté d'Afrique de l'Est va réussir à surmonter ces divisions financières, ces tensions politiques et ce fameux paradoxe d'une croissance qui n'est pas inclusive pour vraiment, au bout du compte, forger un peuple, un destin? L'avenir de près de 300 millions de personnes en dépend. La réponse, elle, reste encore à écrire.